Ce programme vous est offert par Illico Cash. La journée de ce vendredi est déclarée chômée et payée en mémoire des victimes du 4 janvier. Analyse à suivre avec un historien dans ce journal. Au Nord Kivu, des nouveaux affrontements sont signalés depuis ce matin entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 dans le territoire de Massissi. Et puis le ministre congolais du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, a annoncé le réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG à 14 500 francs congolais. En effet, le SMIG était fixé à 7 075 francs congolais depuis 2018. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La journée de ce vendredi 3 janvier est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Ceci en marge de la commémoration de la journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance qui tombe cette année un samedi. Cette décision intervient dans l'application récente de la semaine anglaise au sein de l'administration publique qui limite les activités aux jours ouvrables du lundi à vendredi. Mais quelle est la symbolique de la journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance? Pour en parler, nous sommes en ligne avec le professeur émérite historien congolais Isidore Ndaiwel. Bonjour professeur, les martyrs de l'indépendance sont donc célébrés aujourd'hui sur décision du gouvernement. Vous êtes un historien. Quelle est la symbolique de cette journée? Bien, je pense que le 4 janvier demeure toujours dans le passé comme dans le présent la fête des martyrs de l'indépendance. Tous les martyrs de l'indépendance, depuis les résistants de première heure, les chefs coutumiers, les Pandafarnana, les Kibanguistes, les Kitawalistes, jusqu'à ceux qui sont morts aux années 60. Et nous célébrons, nous rendons hommage à toutes ces personnalités, à cette date symbolique du 4 janvier où il y a eu la première manifestation indépendantiste à Kinshasa et qui a entraîné un certain nombre de morts. Donc nous sommes liés à la fois à l'événementiel du 4 janvier, du dimanche 4 janvier 1959, mais à partir de cette date, nous commémorons tous les martyrs de l'indépendance. Professeur, peut-on considérer que cette journée a été, on va dire, le déclic pour l'acquisition de l'indépendance en 1960? Oui, je vous dis que c'est une date symbolique qui a été précédée par d'autres dates. Mais celle-là, c'est celle qui est la dernière date qui va en fait déclencher tout le processus. Parce que c'est à partir des événements du 4 janvier qu'il y aura la déclaration royale, n'est-ce pas, du 13 janvier, disant que le pays, le Congo, allait être conduit à l'indépendance. C'est la première fois que le roi Baudouin va prononcer ce mot en disant le Congo belge va être conduit à l'indépendance sans atermoiement funeste ni précipitation inconsidérée. Alors, à partir de cette déclaration, on en sera donc à la préparation de l'indépendance. Avant cette déclaration, il n'y aura rien. Il y aura toujours des velléités, des discussions, des débats, mais à partir de la parole royale, l'indépendance sera préparée de manière effective. C'est ce qui va conduire à l'organisation des 2 tables rondes des années 60. Professeur, on vous a très bien suivi, mais est-ce que les générations actuelles ont conscience de l'enjeu lié à cette journée du 4 janvier, d'après vous? C'est un effort que nous devons tous faire parce que lorsque une communauté ne sait pas d'où elle vient,
elle risque de ne pas savoir où elle va. Et le 4 janvier est une date importante sur le plan de notre histoire mémorielle. C'est pour ça que nous devons tous faire l'effort. Ce n'est pas seulement un travail d'historien, mais aussi le travail de communicateurs, de tous les éducateurs, pour que la jeunesse puisse se rappeler de toutes ces étapes, de toutes ces balises de notre évolution. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention, une riche intervention. Je rappelle que vous êtes professeur émérite et historien congolais, Isidore Ndaiwel. Poursuivons ce journal pendant ce temps. Le ministre congolais du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, a annoncé le réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG à 14 000 francs congolais. En effet, le SMIG était fixé à 7 075 francs congolais depuis 2018. On l'écoute. Ça fait plus de 6 ans que nous avons enregistré beaucoup de plaintes dans le cadre du social des travailleurs. Et c'est comme ça que les chefs de l'État m'ont instruit, aussi le gouvernement m'a instruit, de travailler sur la question des SMIC. C'est comme ça ici, au nom du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec mes sentiments de déférence, mais aussi au nom de la Première ministre, Madame Judith Suminwa, avec mes sentiments de haute considération, je viens annoncer ici aujourd'hui que par mon arrêté numéro 012 portant ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC dans les entreprises et établissements de toute nature en République démocratique du Congo, je viens de réajuster les SMIC à 14 500 francs congolais, alors que ça fait 6 ans que SMIC était fixé à 7 075 francs congolais. Donc, je me dis que c'est un cadeau que le chef de l'État offre au peuple congolais et particulièrement à la masse laborieuse. Mais ça, c'est vrai, ça en fait, c'est un fléau même pour le monde de l'emploi. Vous savez que ça fait quelques semaines, j'ai suspendu 66 sociétés de placement. Parce que plus tard, je me suis rendu compte que si on n'a pas assez d'emplois ici, c'est parce que les sociétés dites des sociétés de placement qui emploient les Congolais, qui malheureusement ne signent pas de contrats avec les Congolais. C'est la même chose avec les sociétés de sous-traitance. Et puis plusieurs morts ont été enregistrés dans une attaque perpétrée à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Vous le savez, les autorités ont dénoncé un acte de terrorisme prémédité. Le dernier bilan avancé fait état de 15 morts. Mais pourquoi l'Occident est souvent la cible du terrorisme? La réponse avec Jean-Marie Kassamba, notre éditorialiste maison. Il était l'invité du journal de 19h de Joël Iselona. On l'écoute. Alors, l'Occident est en train de vivre en quelque sorte le revers de son propre comportement. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de pays sont sanctionnés par les Occidentaux avec les terroristes fabriqués par eux-mêmes. L'Irak, la Syrie, la Libye, l'Afghanistan, les Soudans. D'ailleurs, l'ancien président tchadien Idriss Déby avait parlé de Boko Haram qui serait la fabrication effectivement des Occidentaux pour essayer de perturber un peu la quiétude un peu dans cette zone qu'on appelle les Sahel et les pays d'Afrique. Aujourd'hui, toutes les guerres qui se font en Occident, ou plutôt au Moyen-Orient, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, que ce soit dernièrement en Irak ou même, je dirais, en Libye, il y a le retour de tous ces gens qui sont faibles, qui sont frappés chez eux, qui veulent venir se venger dans le pays d'importation de ces violences. Les États-Unis, l'Europe, voilà. Et donc, ce n'était que le retour de manivelle. Et alors, on peut dire que dans l'enjeu politique mondial, ce n'est que justice, même s'il ne faut pas faire l'apologie du terrorisme, naturellement, mais dès que vous frappez quelqu'un de la main gauche, et bien la main droite, il faut attendre à ce que vous ayez aussi des revers. Et donc c'est par rapport à cela que vous voyez que les Occidentaux prennent des risques, enfin des mesures chez eux pour se prémunir de ces représailles, mais c'est difficile de le faire. Très difficile parce que leur pays accueille beaucoup de réfugiés. Il y a aussi les ressortissants de leur propre pays qui se radicalisent par rapport à l'injustice mondiale.
Je serais peut-être pessimiste de vous dire qu'il n'y a aucune solution quant à ça, parce que ça fait partie des relations internationales, ça fait partie de la géopolitique mondiale. Ce sont les organisations avec lesquelles il faut compter. Si vous voulez, par exemple, que les États-Unis ne soient pas frappés, ben, arrêtez d'aller faire la guerre là-bas. Et si vous voulez, par exemple, que les islamistes, du Hamas, ne se déversent pas en Europe, mais ils disent à Israël de ne pas les massacrer, etc. Et donc, tout ceci fait partie du jeu de la géopolitique mondiale. Il faut compter avec. Il faut seulement prendre des dispositions à la fois du renseignement militaire, mais aussi savoir protéger vos frontières, parce que la violence fait partie de la société. Il faut compter avec. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, des violents affrontements ont éclaté jeudi entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées congolaises qui bénéficient de l'appui des Wazalendo. Ces combats intenses se sont concentrés dans plusieurs agglomérations du territoire de Masisi, situé à environ 70 km de l'ouest de Goma. Nous sommes en ligne avec l'élu de Masisi, honorable député national Didier Kamundou, pour en parler. Bonjour, monsieur le député national. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation sur place actuellement? L'ennemi a attaqué plusieurs fronts à la fois, plusieurs villages. D'abord dans la chefferie de Bachali, du côté de Kahira. L'ennemi a attaqué nos positions, les positions loyalistes. Il a attaqué aussi sur la frontière entre la chefferie de Bachali et les Osso. Ils ont essayé de forcer pour aller rejoindre leurs forces qui se trouvent du côté de Katale. Ils ont attaqué également en face de Masisi, du côté de Bouavo et de Kanyero. Et ils essayent de forcer pour prendre le chef-lieu du territoire. Alors, j'ai pu parler avec les autorités locales sur place qui m'ont confirmé hier soir vers 22h avoir repris le contrôle de la situation sur plusieurs fronts, notamment les fronts que je viens de citer. Il y avait aussi les fronts au bord du lac vers Chacha, où nos forces Wazalendo ont récupéré à 4 heures du matin toutes les positions qui avaient déjà été prises. Mais honorable, on parle d'un déplacement massif de la population. Où se dirige-t-elle? Alors, la population du côté de Kahira, Bureto, du côté de Bufuhi, se dirige principalement vers Lukweti. Une partie se dirige vers Nyabiondo. La population de Kaniro prend naturellement la direction de Massis Centre, Louachi et vers Nyabiondo. C'est vraiment un déplacement massif, mais les hommes, les combattants gardent encore le village d'après les informations que nous avons. Hier soir même, tard la nuit, j'ai pu échanger avec le ministre, le vice-premier ministre de la Défense pour lui donner la situation. Il m'a rassuré que les dispositions seront prises pour renforcer en unité sur cette zone. Par ailleurs, jusque-là, aucune mesure n'a été prise pour accueillir et encadrer la population qui fuit dans toutes les directions. Merci à vous, monsieur le député national Didier Kamundou, pour tous ces détails. Et puis, le mécanisme conjoint de vérification élargi est désormais saisi de la participation de l'armée rwandaise aux côtés du M23 dans la guerre qui déchire l'est de la RDC, particulièrement dans la province du Nord Kivu. C'était à l'issue d'une mission de sa délégation effectuée ce jeudi dans le territoire de Lubero. Les forces armées de la RDC ont présenté à la dite délégation le soldat rwandais capturé il y a quelques semaines à Ndoluma par l'armée congolaise. Le mécanisme conjoint de vérification élargie est composé des experts des armées des pays de la région des Grands Lacs.
Sa mission est de surveiller et de mener des enquêtes sur des incidents sécuritaires dans la région. Cette structure a été saisie il y a peu par la RDC après qu'un militaire s'identifiant comme membre de l'unité spéciale de RDF, l'armée rwandaise, a été capturé par les FARDC sur le théâtre de combat dans le village de Ndoluma, au sud du territoire de Lubero, au Nord Kivu. D'après le lieutenant-colonel Mak Azukai, c'est à l'invitation du gouverneur du Nord Kivu et du commandant du secteur opérationnel Grand Nord Sukola 1 que la délégation du mécanisme conjoint de vérification élargie est arrivée ce jeudi 2 janvier à Lubero Centre pour la cause. Elle a d'abord échangé avec le commandant du secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord, avec à ses côtés l'administrateur du territoire de Lubero et beaucoup d'autres officiers généraux et supérieurs des FARDC en opération dans la zone. Le général-major Bruno Mandevou a peint devant ses hôtes la situation de terrain. Dans la délégation figurent aussi des experts de la MONUSCO et de la SADC qui se sont entretenus avec le soldat rwandais de première classe, Iradon Kunda, Jean des Dieux, capturé par les FARDC le 21 décembre dernier au sud du territoire de Lubero. Des effets et matériels militaires des spécialités rwandaises saisis au front ont également été présentés aux membres de la délégation. C'est entre autres des armes, des bombes et des épaves de drones kamikazes saisies et ou détruites par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette démarche des FARDC vise à montrer à la communauté internationale, à travers le mécanisme conjoint de vérification élargie, l'implication flagrante et le rôle que joue le Rwanda par le biais de son armée dans l'agression de la RDC, a précisé à Télé 50 le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord, Sukola 1. La date du 2 janvier rappelle la disparition tragique du colonel Mamadou Ndala, reconnu pour sa lutte courageuse contre la rébellion M23. La nation tout entière garde de lui les souvenirs d'un héros. Grâce à Lambo, nous retrace le parcours de ce grand homme. « 2 janvier 2014, 2 janvier 2025, il y a 11 ans, mourait le colonel Mamadou Ndala Mustapha, héros de la guerre des terroristes du M23, tombé sur le front dans une embuscade tendue par les rebelles à Ngandi, près de Mavivi, à 12 km du centre-ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Ça, c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Il fut commandant du 42e bataillon des commandos des unités de réaction rapide des FARDC. C'est jeudi 2 janvier 2025, la nation s'est souvenue de ce digne fils de la RDC qui a versé son sang pour son pays. Les membres de sa famille biologique se sont rendus au cimetière islamique de Kintambo à Kinshasa. Nous voulons par ce geste, combien symbolique, rappeler à la mémoire collective, rappeler à l'opinion qu'il y a un digne fils de ce pays qui a payé de son sang pour que la République démocratique du Congo vive en paix. Il est certes mort, mais on dit que les héros ne meurent jamais. Vous avez certainement suivi à travers les réseaux sociaux un pseudo-pasteur qui a présenté une dame, soi-disant que c'était la mère de Mamadou Ndala. Je tiens ici formellement au nom de la famille à dire que la maman de Mamadou Ndala est en vie. Elle ne vit pas à Goma, elle ne vit pas au Nord Kivu. Pour rappel, Mamadou Ndala Mustapha dirigeait les opérations militaires contre les rebelles ougandais des ADF et tous les autres groupes armés actifs dans la région. Né à Ibambi en 1978, territoire de Wamba dans la province du Haut-Ouélé, il a été élevé à titre posthume au grade de général de brigade. En Afrique, le Ghana a opté pour une politique de libre circulation autorisant tous les citoyens du continent de s'y rendre sans visa à compter du 1er janvier. C'est ce que rapportent les médias africains. Depuis le 1er janvier 2025, le pays a franchi une étape significative dans le processus d'intégration régionale en adoptant une politique de libre circulation des personnes. Désormais, tous les citoyens des pays africains peuvent se rendre au Ghana sans avoir besoin de visa à l'arrivée. Une décision qui renforce les liens entre les nations du continent et facilite le déplacement interafricain.
Ces gestes du gouvernement ghanéen s'inscrivent dans une volonté croissante de promouvoir la mobilité dans le continent, visant ainsi à faciliter les échanges commerciaux et à renforcer l'intégration régionale. Durant l'année de mise en place, le Ghana a notamment dû se pencher sur la question de la lutte contre les crimes frontaliers et celle du renforcement des capacités administratives de son système d'immigration afin de garantir le bon déroulement de cette politique. Au-delà des retombées économiques positives attendues de cette initiative, l'augmentation du tourisme et des investissements continentaux figurent parmi les grandes attentes. Certains observateurs estiment que des divergences politiques, économiques et sociales entre les pays africains ralentissent l'intégration régionale et la mise en œuvre effective de la libre circulation. Et puis pour terminer, dans le monde, 5 pays membres non permanents ont fait leur entrée dans l'organe décisionnel clé des Nations Unies pour la période 2025-2026, notamment le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie. Ceux-ci ont été bien évidemment élus lors de la cérémonie d'installation des drapeaux des nouveaux membres accueillis par le Conseil de sécurité de l'ONU. Lors de cette cérémonie, l'ambassadrice du Danemark, Christiana Marcus, a souligné les défis mondiaux actuels en déclarant « Le monde est marqué par des incertitudes profondes, des conflits violents, des catastrophes climatiques et des crises humanitaires ». De son côté, l'ambassadeur de la Grèce, Evangelos Sekeris, a exprimé la volonté de son pays de jouer un rôle stabilisateur dans le monde, servant de pont entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, tout en contribuant à restaurer les véritables sens du principe des résolutions pacifiques des différends. L'ambassadeur du Pakistan, Asim Ahmed, a soulevé la nécessité d'un multilatéralisme coopératif avec l'ONU au cœur et la meilleure façon de relever les défis multiformes d'aujourd'hui en soulignant l'importance de favoriser les dialogues et la diplomatie pour réduire les tensions mondiales. Pour les Panama, l'ambassadeur Eloy Alfaro a rappelé un moment marquant de l'histoire de son pays en 1973 lorsque le Conseil de sécurité a tenu une réunion à Panama soulignant l'importance de cet événement pour la nation. Enfin, l'ambassadeur de la Somalie, Aboukar Daïr Osman, a exprimé la fierté de son pays, membre actif de l'Union africaine, de la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique. Il a souligné par ailleurs la responsabilité et la confiance placée dans la Somalie. Ainsi, les 5 nouveaux membres rejoindront la Guyane, la République de Corée, la Sierra Leone et la Slovénie pour servir au sein du Conseil de sécurité pendant la période 2025-2026. L'Algérie prend la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU du 1er au 31 janvier 2025. On va prendre les rappels des titres à présent. La journée de ce vendredi est déclarée chômée et payée en mémoire des victimes du 4 janvier. Vous avez suivi une analyse d'un historien, le professeur Isidore Ndayouel, dans ce journal. Au Nord Kivu, des nouveaux affrontements sont signalés depuis ce matin entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 dans le territoire de Massissi. Le ministre congolais du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, a annoncé le réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG à 14 500 francs congolais. En effet, le SMIG était fixé à 7 075 francs congolais depuis 2018. On va prendre à présent la revue de presse. C'est avec Nathan Diamoité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à nos téléspectateurs et bonne année chez vous. À la une de l'actualité, les propos de Joseph Kamboulou, le gouverneur du Kasaï central interpellé à Kinshasa. Exactement, Christian Kalonji. La presse en ligne parue aujourd'hui s'intéresse essentiellement à cette invitation du gouverneur du Kasaï central à Kinshasa. Nous commençons ces tours d'horizon avec le média en ligne wise.cd qui titre Kasaï central, le gouverneur en ligne de mire Joseph Moïse Kamboulou désavoué. Christian, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacquemain Chabani, a convoqué de toute urgence le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou
Fayulu à Kinshasa pour consultation selon un message officiel lui adressé le 31 décembre 2024. Cette convocation indique que ce média intervient quelques jours après une conférence de presse tenue aux côtés du porte-parole du gouvernement central, Patrick Mouyaya, accompagné justement de son collègue des infrastructures, Alexis Guissaro, et Christian en croire le média 7 sur 7. Le gouverneur avait affirmé au cours de ces briefings que sa province était totalement abandonnée à son triste sort, surtout en ce qui concerne le route. De son côté, le média Congo.net rapporte que les députés nationaux Eliezer Tamboué craint de revoir la scène de l'ex-gouverneur du Lualaba se reproduire à Kananga, rappelé à Kinshasa en décembre 2022. Christian, vous le savez et vous vous souvenez, et d'ailleurs, Richard Mouyej n'avait plus retrouvé son fauteuil. Ces derniers a finalement démissionné en janvier 2023, rappelle et conclut ces médias. Puis le second sujet pour terminer, 2 Chinois ont été tués par un policier congolais à Mweneditu dans le Lomami. Exactement, Christian Kalonji, s'agissant justement du meurtre de 2 Chinois à Mweneditu dans le Lomami. Les autorités de la République démocratique du Congo annoncent des sanctions exemplaires, précise le média en ligne mediacongo.net. Effectivement, Christian, la vice-ministre des Affaires étrangères a présenté les condoléances du gouvernement congolais aux familles et des victimes, réaffirmant en outre l'attachement de la RDC aux relations bilatérales sino-congolaises. Pour sa part, 7 sur 7 informe qu'en effet, 2 sujets chinois de l'entreprise grecque 6 en poste à Mweneditu pour la modernisation de 4 km de la route nationale numéro 1 ont été tués mercredi 1er janvier par un policier, tout en précisant ces médias Christian selon les sources sécuritaires provinciales. L'agent de la police a tué sur le coup les 2 expatriés et a blessé grièvement un autre. La cause du crime n'est pas encore connue jusque-là, mais des témoins sur place précisent toujours. Les colonnes intérieures de ces médias en ligne parlent d'une dispute autour de la viande d'un bœuf tué à l'occasion des festivités de fin d'année. Le présumé meurtrier est en fuite, conclut ces tabloïds. Merci Nathan de votre présentation. C'est moi que vous remercie, Christian. Voilà qui met fin totalement à ce journal. Madame, Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.